Dans les dom-toms, l'eau potable, une fois sortie des usines, on en perd 50%. Les canalisations doivent être changées tous les 50 à 70 ans. Et aux Antilles-Guyane, on est à 230 ans. On a levé 260 000 euros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Alan, entrepreneur depuis plus de 10 ans et ici on parle business, mindset et surtout d'actions concrètes. Chaque mois, je reçois des profils inspirants, des entrepreneurs, des investisseurs, des experts, des gens qui bougent, qui osent et qui ont des choses à transmettre. Pour cet épisode, je suis très heureux de recevoir deux invités engagés et passionnés par la mission qu'ils portent, Vincent et Adrien. Bonjour. Bonjour Alan. Alan, merci beaucoup de nous recevoir sur notre podcast. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre boîte, Pureva. Yes. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement qu'est-ce que Pureva? Donc Pureva, c'est une société que donc j'ai lancée avec Adrien. On propose une eau de qualité dans tous les foyers. Donc c'est la mission principale de Pureva. Et pour ce faire, on utilise des filtres à eau qui se fixent directement au bout du robinet, qui vont filtrer plus d'une trentaine de polluants. Et qui vont permettre d'avoir une eau qui est à la fois meilleure pour la santé au quotidien, mais qui est aussi meilleure au goût. Et on le verra aussi, c'est un avantage également, même au niveau financier. Donc l'idée, c'était de proposer une eau qui est sans compromis, qu'on peut trouver directement au bout du robinet. Il y a aussi le sujet de proposer une alternative concrète à la consommation de bouteilles en plastique. C'est un vrai fléau qui ne cesse de croître, malheureusement. Il y a des problématiques aussi sur sa recyclabilité. Donc on a vraiment voulu proposer une solution à la population, que ce soit dans les DOM, qui est particulièrement touché par ce phénomène, mais aussi en France métropolitaine. D'accord, ok. D'où vous est venu le nom Pureva? Comment vous avez fait ce Alors Pureva, tout simplement, on va dire que c'est la contraction de deux termes. Donc le terme pur, pour rappeler effectivement la pureté qu'on peut retrouver dans l'eau, et effectivement le terme Ève, à l'origine de tout, parce que l'eau c'est 70% de la composition de notre corps, de la terre également, donc c'est vraiment ce qui est à la base de tout. Et si on n'arrive même pas à avoir une eau de qualité, en fait c'est tout le reste qui peut partir en vrille. Donc c'est déjà l'une des problématiques à régler en premier, si je puis dire. D'accord. Vous tous les deux, vous êtes jeunes. D'où vous est venu ce projet? On a tous les deux grandi du coup en Martinique. Et puis vers 2018-2019, on a tous pris conscience du scandale, notamment du chlordécone. Donc on s'est rendu compte que 95% de la population était contaminée. On a cherché à comprendre d'où venait ce problème. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'il y a les fruits et légumes, etc., mais qu'il y avait aussi la consommation de l'eau. On s'est rendu compte que tout simplement les nappes phréatiques étaient polluées, et que finalement, étant donné que les canalisations qui acheminent l'eau potable dans les foyers sont cassées, percées parce qu'elles sont pas suffisamment renouvelées, on se retrouvait avec en fait des infiltrations de ces polluants-là qu'on utilise dans l'agriculture intensive, qui ruissellent dans la canalisation, qui arrivent au bout du robinet. Donc nous, on a ressenti un peu, Adrien et moi, cette injustice-là de se dire pourquoi on en est là et pourquoi on n'a pas de solution aujourd'hui. On a cherché à comprendre ce qui était déjà disponible sur le marché avant même de vouloir entreprendre quoi que ce soit. C'est vraiment une démarche pour nous, nos familles. En creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait d'un côté tout ce qui est carafe filtrante, qui était pas forcément efficace, mais qui était accessible au plus grand nombre. Et de l'autre côté, on a vu tous les systèmes sous évier ou les systèmes pour l'ensemble de la maison qui étaient assez chers pour en acquérir, et qui derrière nécessitaient l'intervention d'un technicien, de professionnels pour l'installation. Donc on a essayé un peu de mêler le meilleur des deux, jusqu'à mettre au point un système qui reprend les technologies de filtration les plus performantes, qui se mettent au bout du robinet. Donc l'idée première, c'est vraiment de proposer quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Et pour la petite anecdote, on n'a pas du tout de formation dans l'eau à proprement dit. C'est justement, comme a dit Vincent, en s'intéressant à la problématique du chlordécone, on a commencé à un peu creuser, parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est pas juste le chlordécone, c'est un problème systémique qu'il y a autour de l'eau. D'ailleurs, on a parlé des canalisations pour donner des chiffres et que les gens se rendent compte. Par exemple, dans les dom-toms, l'eau potable, une fois sortie des usines, on en perd 50%.
à cause des fuites. Donc pour juste se rendre compte de ça, c'est à peu près 30% en métropole, et ça prouve encore qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et ça nous a permis d'avoir une vraie mission, quelque chose qui nous porte, qui nous fait nous réveiller le matin, qui nous dit ok, la solution qu'on apporte elle est sincère, elle est honnête, et elle permet à une population de vraiment avoir une solution d'avenir. C'est ça aussi. Okay. Ça, en fait, pour le chiffre, une canalisation doit être changée tous les 50 à 70 ans en moyenne. En France hexagonale, on est autour de 160 ans de taux de renouvellement. Et aux Antilles-Guyane, on est à tous les 230 ans. Wow. Donc on se retrouve avec plus de la moitié du réseau qui, à l'heure actuelle, est déjà obsolète. Et donc pour nous, on s'est dit, on a beau faire la filtration qu'on veut en amont, l'eau passe dans les canalisations, elle arrive polluée. Autant filtrer son eau directement au bout du robinet. D'accord, ok. Et lorsque vous êtes commencé votre start-up, quel a été votre MVP pour vous lancer? Pourquoi vous êtes passé? C'est ça, donc comme Adrien le disait, on n'est pas ingénieur de formation, on est plus la fibre plutôt entrepreneur, chercher à trouver des solutions à des problèmes. Donc on s'est d'abord tourné vers une solution qui ressemblait déjà à notre produit final. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré un peu les matériaux qui existaient sous évier ou que les communes utilisent, qu'on a simplement miniaturisé. Et au début, donc notre tout premier produit, on avait un socle qui était au début en plastique dur, quand c'était notre premier prototype. Donc qu'on fixait au bout du robinet. Aujourd'hui, on a bien évolué, on a des produits qui sont en acier inoxydable, de qualité alimentaire, recyclable à l'infini, qui utilisent également des cartouches naturelles. On a amélioré la qualité du charbon actif. Donc voilà, ça a été un cheminement depuis le MVP jusqu'à cette version de produit, et on continue à innover, à investir dans le produit. On a fait un peu un pari de se dire que c'était, au début en tout cas, pour une start-up qui démarre vraiment de zéro, que la marge de progression est certes très importante sur notre produit, parce que effectivement on a des retours de nos clients au quotidien. Dès le premier client, il a tout de suite quelque chose à dire sur un produit, surtout quand on commence. Et en fait, on a fait le pari de effectivement commencer avec les moyens du bord, avec un investissement. Là, on a aujourd'hui 28 ans, donc je te laisse imaginer, on avait à peine 20 ans, donc avec des moyens très limités. Donc d'avoir un produit, un MVP avec la fonction de filtration, et au fur et à mesure, avec les investissements, avec les retours clients, on arrive à un produit de plus en plus adapté à la consommation de tous, de plus en plus efficace, et surtout qui dure de plus en plus longtemps. Ok, donc vous avez commencé en bootstrap avec votre argent. Yes, c'est ça. Et du coup, pour arriver au produit final, il n'y a jamais de produit final, il y a toujours des améliorations. C'est ça, exactement. Vous êtes passé, vous avez... Par quel biais de financement? Parce que vous parlez d'investissement, vous avez fait du crowdfunding. C'est ça, exactement. En fait, on s'est vite rendu compte que, on va dire que la mission nous dépassait, dans le sens où, quand on a compris qu'on pouvait apporter quelque chose dans cette problématique, on s'est intéressé donc à la Martinique, aux Antilles-Guyane, et beaucoup plus largement en Europe, voire dans le monde. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on a senti que c'était un problème systémique, et que deux jeunes avec une start-up ne peuvent pas régler l'ensemble du problème, en tout cas pas avec les moyens qu'on avait à l'époque, pardon. Et c'est là où on s'est dit, ok, on a besoin d'aide, on a besoin notamment de financement, et le crowdfunding a paru logique, justement parce que le crowdfunding, on va dire que c'est une communauté de personnes, en l'occurrence 90 personnes qui ont investi dans notre projet à ce moment-là, qui réussissent à nous comprendre, à avoir la même vision que nous. Et c'est ça qui nous a plu dans le crowdfunding. On a senti qu'il y a 90 personnes qui nous ont porté, qui nous ont dit oui, ok les gars, ce que vous dites c'est pas complètement débile, allez-y, allez beaucoup plus loin. En fait, comme notre mission, elle est de servir justement le grand public, ça a été logique pour nous de nous tourner également vers le grand public pour notre recherche de financement. La difficulté, c'est que plutôt que d'avoir à convaincre une ou deux personnes, on avait une centaine d'investisseurs à convaincre. Donc voilà, ça nous a demandé beaucoup de travail justement, et beaucoup de temps pour chercher ces financements-là. Mais on est très content d'avoir fait de cette manière. Ça permet de challenger en fait le projet tout de suite.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est encore avec un MVP, mais on est déjà en train limite de vendre notre produit à une assemblée de personnes. Donc ça nous a permis de remettre en question notre façon de parler de la problématique, de parler de notre solution, etc. etc. Donc vraiment une expérience très, très enrichissante. D'accord. Quand on parle de crowdfunding, vous m'avez donné les chiffres, vous m'avez dit 90 personnes, 90 c'est ça. personnes. Généralement, quand on parle de crowdfunding, généralement, on parle d'une communauté, on parle peut-être de milliers de personnes. Ouais. Là, 90, ça me semble assez Peu. Assez peu. Ouais. Mais je pense que les tickets sont plus élevés. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment votre communauté, vos clients, mais c'était plus des investisseurs, des business angels? Oui, c'était une centaine de personnes, quoi, 97 investisseurs au total. Et effectivement, nous, on avait des tickets d'entrée de 1 000 €. Donc, dès 1 000 €, on pouvait investir chez Puriva. Ok. Mais c'était des personnes qui ont déjà investi le plus souvent dans des startups. Qui ont investi chez Puriva. Donc, on va dire, pour qu'ils rien que puissent comprendre nos chiffres, nos prévisions, etc., c'est sûr qu'avoir un minimum de connaissances financières, ça aide. D'accord, ok. Combien vous avez levé du coup On a levé en crowdfunding? 260 000 €. Ok, en combien de jours? En 2 mois. 2 mois, ouais. C'était en 2 mois. Ça s'est fait en 2 mois. Du coup, pendant tous les 2 mois, on avait des réunions, des meetings avec différents investisseurs. Et au fur et à mesure, on voyait la jauge monter jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. Donc c'était vraiment une aventure très, très, très cool avec Vincent. Ok. C'est quoi les next steps? Une fois que vous avez du coup fait la première levée de fonds, c'était votre première levée de fonds du coup? C'est ça. C'est ça. C'est quoi les next steps? Qu'est-ce qui vient après quand on lève des fonds? Quand on lève des fonds, déjà, je pense qu'il y a tout un travail en amont. Je pense que si tu arrives avec simplement t'as les fonds et tu commences à créer ta roadmap, après ça devient compliqué. Avec Adrien, pendant qu'on préparait la levée, on avait commencé à rencontrer toutes les personnes qu'on voulait recruter notamment. Okay. Donc on avait déjà fait toutes les interviews, etc. Et on gardait un peu tout le monde au chaud. Donc dès qu'on a reçu les fonds, on savait ce qu'on avait à faire au niveau de la construction de l'équipe. Première chose. Deuxième chose, on avait des innovations produits qu'on voulait déjà faire avant de relancer la commercialisation. Donc on s'est attelé à ça, les moules, les nouveaux moules, les nouvelles innovations. Et puis ensuite, forcément, on a la commercialisation en elle-même. Donc après, c'est commencer à produire tout le contenu publicitaire, toute la stratégie marketing et déployer ça comme ça. Je pense que ça nous a pris à peu près 3 mois après la levée pour vraiment se dire qu'on était vraiment sur un process en place. Et il y a une espèce de responsabilité qui arrive d'un seul coup, parce qu'en fait, t'as 90 investisseurs, enfin tu te dis qu'il y a quand même 90 personnes qui ont investi dans ton projet, tu leur es pas redevable, mais si en quelque sorte. Et du coup, forcément, au-delà de notre mission, du fait qu'on soit porté par notre mission, il y a ce sujet-là il y a des gens qui ont investi, ils veulent voir quelque chose se passer, mais comme a dit Vincent, la préparation fait tout. En tout cas, si on veut exécuter très rapidement après la levée de fonds et pas s'endormir, il fallait absolument planifier un maximum de choses. D'accord, ok. Vous avez dit précédemment qu'il y avait des alternatives à Puriva. Oui. C'est quoi l'élément de différenciation du coup entre vous et les concurrents? Qu'est-ce qui fait qu'on investit dans Puriva sur ce marché-là? Ouais, il y a différents points de vue. Il y a les deux principaux, on va dire, c'est ceux pour qui l'autre solution, donc la concurrence, c'est la bouteille d'eau. On va dire que la première grosse différence, c'est l'impact. La bouteille d'eau aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, est un fléau pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on la retrouve notamment dans les océans. Je crois que si on continue comme ça, en 2050, il y aura plus de bouteilles plastiques dans l'océan que de poissons. C'est juste pour se rendre compte. Et on voit bien que ça empire, c'est-à-dire que les bouteilles plastiques aujourd'hui, les bouteilles d'eau en plastique, c'est le produit que l'on achète le plus au supermarché. Donc on est plutôt dans la pente ascendante. Donc le sujet, c'est d'abord de proposer une solution qui est meilleure pour la planète aux consommateurs. Ensuite, il y a le sujet de la qualité de l'eau dans les bouteilles. De plus en plus et récemment, on a des actualités autour de la bouteille d'eau qui la sert pas, notamment sur les microplastiques. En fait, on retrouve à peu près une carte, quand on boit de l'eau en bouteille tous les jours,
on consomme l'équivalent d'une carte bleue en plastique chaque semaine. Je sais pas Chaque semaine. si on se rend compte. Donc en fait, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis et en France. Et rien que pour ça, sans même parler des PFAS qu'on peut également retrouver dans les bouteilles d'eau. Parce qu'au final, si on réfléchit bien, on se dit les bouteilles plastiques, le plus souvent, il y a une montagne dessus. On se dit que forcément, l'eau, elle vient d'une montagne, de la source la plus pure que possible. Sauf que c'est pas le cas. En tout cas, pas toujours. Exactement. Et en fait, limite, elles viennent des mêmes sources que l'eau du robinet. En fait, il y a que 30% des bouteilles d'eau qui sont dites minérales, et toutes les autres, donc la majorité des bouteilles en plus qui sont les plus accessibles au grand public, finalement, voilà, ce sont des bouteilles qui proviennent des mêmes sources que l'eau du robinet, qui ont été filtrées et embouteillées. Et traitées, Et traitées. Et qui sont vendues 200 à 300 fois plus cher au litre. Donc finalement, on se dit, quitte à filtrer son eau du robinet, autant le faire, quitte à filtrer son eau, autant le faire directement au robinet. Ouais, et à un prix plus juste aussi. Et sans plastique. Et du coup, le dernier argument, on va dire que c'est le confort. D'une certaine façon, aller acheter ces bouteilles au supermarché, les porter. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Il suffit qu'on ait une famille de 4, de 5. Le nombre de packs de bouteilles d'eau à porter se démultiplie à chaque fois. Et quand on n'en a plus, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on boit ? Donc c'est là aussi proposer aussi une solution qui rentre complètement dans le quotidien, où on n'a pas à chaque fois à se poser la question, est-ce qu'il me reste des bouteilles ? Est-ce que mon filtre il est déjà installé ? Est-ce que j'ai rempli ma carafe ? On va parler de la carafe juste après, mais est-ce que la carafe elle est déjà remplie ? Est-ce qu'il y a de l'eau disponible là tout de suite pour moi quand j'ai soif ? Et puis tout de suite pour le côté pratique aussi, donc oui, évidemment, prendre une bouteille d'eau pour se servir un verre d'eau, ça va encore, mais quand il s'agit par exemple de cuisiner, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc l'idée c'est d'avoir une solution qui est pratique au quotidien, mais voilà, il suffit d'ouvrir l'eau du robinet, d'avoir une eau filtrée. Et pour du coup le deuxième point de vue, c'est notamment la carafe filtrante. Le plus souvent, quand on parle d'eau filtrée, les gens ont en tête la carafe filtrante. C'est vrai que c'est un produit qui est très accessible, dans le sens où il se trouve au supermarché assez facilement, à un prix assez raisonnable. Mais maintenant, comme on a dit, on va dire qu'il y a un problème de confort, d'usage, parce qu'il faut remplir sa carafe à l'avance ou bien attendre 2 minutes juste pour boire un verre d'eau. Et deuxièmement, il y a aussi la qualité de filtration. C'est là aussi on apporte beaucoup. Pour les chiffres, une carafe filtrante filtre entre 1 à 5 microns. Pureva, c'est 0,1 micron. Donc avec l'actualité qui nous rappelle à chaque fois que des polluants on en retrouve de plus en plus dans l'eau du robinet. On a parlé du chlordécone tout à l'heure, mais il y a d'autres pesticides malheureusement. Il y a le chlorothalonil, il y a le glyphosate, il y a les microplastiques qui sont aussi dans l'eau du robinet, il y a les métaux lourds. Enfin voilà, la liste est assez longue, et c'est vrai que avoir une solution qui est certifiée comme la nôtre, qui a été testée en laboratoire, ça permet d'être très rassuré vis-à-vis de sa consommation d'eau au quotidien. D'accord. Là, on s'adresse au grand public. Vous vous adressez au grand public. Quels sont vos canaux de distribution où les personnes peuvent retrouver votre solution ? Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'être 100% digital. Pour le moment, quand on commence avec nos moyens, c'est aussi une manière d'être agile, de tester son marché, d'améliorer un peu son équipe, ses process, etc. Donc on a fait ce choix-là, on est disponible donc sur pureva.com, et ensuite au niveau de la distribution en elle-même, donc on est un e-commerce. On passe commande sur la boutique. Nous, on a tout notre réseau de publicité en ligne, donc Meta, Google, toutes les publicités qu'on trouve sur le digital. Et derrière, on fait toutes nos livraisons directement par la poste ou d'autres transporteurs dans la boîte aux lettres. On a des logisticiens en fait placés à des endroits stratégiques par rapport à nos marchés. Donc par exemple, on a un logisticien en métropole, un logisticien en Martinique, qui nous permettent d'être au plus proche du consommateur. Ok, donc actuellement, votre réseau de distribution, il est axé sur les dom-tom, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et également la France hexagonale. La France, on a quelques autres clients, Belgique, Espagne, Suisse, mais voilà, on reste focus vraiment sur le marché francophone. Ouais. Francophone. Donc si quelqu'un aujourd'hui tombe sur votre site et commande ailleurs dans le monde, peu importe où il est situé,
Il y a possibilité ou pas de se faire livrer? Il y a possibilité. On va toujours livrer le client. C'est juste que nous, pour l'instant, on fait pas encore de publicité là-bas. Donc c'est plus du bouche à oreille qui déclenche des ventes là-bas. Ouais. D'accord, ok. Dans votre premier tour de table, il y a quelqu'un qui est très connu, qui investit à vos côtés. Je parle de Jean-Pierre Nadir. Oui. J'ai rencontré lors d'un événement dédié aux entrepreneurs sur le marché africain. Et ça m'a fait super plaisir parce qu'il a parlé justement de Puriva, qu'il investit dans une start-up antillaise, etc. Est-ce que vous pouvez me dire, si vous pouvez, combien il a investi et comment s'est déroulée cette rencontre? Comment la mise en relation a été faite? Comment vous l'avez rencontré? Au niveau de la rencontre en elle-même, on est au stade où on se pose un peu les questions de vers qui se tourner pour lever des fonds. Effectivement, il y a l'émission qu'on voit chaque semaine, où on voit plein d'entrepreneurs lever des fonds également. Nous, on n'a pas forcément eu la possibilité de passer à l'émission. Mais bon, on s'est dit, on pourrait tout simplement le contacter, en parler, et on avait remarqué qu'il était sensible au sujet de l'eau. Donc c'était déjà un sujet qui le touchait personnellement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le contacte sur LinkedIn, tout simplement. Donc on a eu le petit espace de 140 caractères pour essayer de convaincre un investisseur. Donc ça s'est fait comme ça. Donc il fallait être concis, précis. Et puis de là, de fil en aiguille, lui, il lançait justement faire Move Invest, donc son fonds d'investissement. On a pu rentrer en contact avec lui, on a eu plusieurs rendez-vous jusqu'à conclure à quelque chose. Et puis un jour, on a pu aller le voir avec Adrien sur Paris, pitcher vraiment le projet en live, qu'il a beaucoup challengé, évidemment. Donc pas trop comme on voit à la télé. En vrai, il y a beaucoup plus on va beaucoup plus challenger ton projet. Donc voilà, ça a duré je pense une petite heure. Et de ça, il y a eu plusieurs négociations et on est arrivé à un accord pour bosser ensemble. On aime bien bien rappeler plutôt, pour ceux qui pensent à lever des fonds, qu'il suffit d'un oui. En fait, on parle du oui, mais on parle pas des centaines de noms qu'on a eu juste avant. Oui, LinkedIn peut être une bonne porte, surtout quand on n'a pas beaucoup de réseaux. C'est vrai que nous, comme on a grandi tous les deux en Martinique, et que, on va dire, le réseau de start-up, la Startup Nation, comme on l'appelle, elle est plus parisienne. Yes. Quand on y arrive et qu'on n'a pas trop de réseau, bon, il nous reste pas grand-chose mis à part LinkedIn. Nous, on l'a exploité au maximum, c'est-à-dire on était à la limite du spam sur LinkedIn, mais bon, au final, c'est ce qui a permis de déclencher ce premier rendez-vous. Pour les chiffres, je pense qu'on a dû contacter 400 personnes. Toujours sur LinkedIn. LinkedIn, par email, les fonds qu'on trouvait en ligne. Ouais. Donc 400 personnes contactées, peut-être 40 rendez-vous c'est ça. En pitch, en Zoom, à distance. Peut-être 4 qui vraiment donnaient vraiment quelque chose, et à la fin on a un oui. Ouais. Donc comme Adrien dit, il faut vraiment persévérer dans cette phase-là et se dire qu'on est à un oui de pouvoir changer la phase de son business et d'accomplir la mission qu'on s'est fixée. D'accord, magnifique tout ça. Dites-moi, vos produits ils sont fabriqués en France? Pour le moment, non. On aimerait bien pouvoir le faire avec bien sûr plus de financement. Donc pour le moment, on produit en Asie. Donc c'était les premiers relais qu'on a trouvés qui respectaient notre cahier des charges. On a vu également qu'il y a pas mal le marché de la filtration de l'eau et vraiment ils sont vraiment leaders là-bas en Asie, notamment avec l'utilisation du charbon actif qui est produit là-bas également. Et puis c'est vrai que de prime abord, en tout cas, on a certains clients, et pas forcément de Puriva, mais de manière générale, qui peuvent avoir un petit côté sceptique sur le côté « ouais, mais ça vient d'Asie, etc. » Nous, on se rend compte que les produits les plus performants qu'on a dans notre quotidien, par exemple iPhone, Apple, Dyson, enfin les produits qu'on trouve performants. Certains composants électroniques également. Exactement, sont produits là-bas. Donc finalement, quand on a fait nos premiers prototypage, on a vu que la collaboration se passait très bien, qu'on a fait passer tous nos tests, nos analyses, etc. On s'est rendu compte que c'était vraiment le résultat attendu. Donc on a continué à bosser comme ça avec l'Asie. Et puis dans l'idée, nous on aimerait pouvoir réindustrialiser un peu plus proche de nous. Notamment on a des pistes en Europe. Mais ça viendra avec le temps, avec du financement, et on mettra les efforts à ce niveau-là. Puis il y a une ambition internationale, qui nous force à avoir des solutions internationales et des capacités de production assez importantes.
Et c'est vrai que en particulier sur l'industrie de la filtration, l'Asie et la Chine en particulier est très avancée par rapport au reste du monde et à l'Europe. D'accord, ok. Aujourd'hui, Pureva, c'est une équipe composée de combien de personnes à peu près? On est 2 cofondateurs et ensuite on est à peu près 10 ou 12 à travailler quotidiennement sur Pureva. D'accord, ok. Dans l'équipe, est-ce qu'il y a un ingénieur, quelqu'un qui s'occupe du genre la qualité du produit que vous proposez, qui va certifier? Vous passez par des organismes pour certifier? En fait, on passe par des laboratoires indépendants. Donc on leur confie tout simplement nos produits et eux réalisent des tests sur une gamme de polluants qui est définie et qui nous permettent d'avoir des certifications précises sur la qualité de filtration, le fait que l'eau respecte les normes françaises en particulier, qui sont l'une les normes les plus strictes au monde. Donc ça nous permet tout de suite d'avoir un produit qualitatif. Et pour répondre à ta question sur la partie ingénieur, on a effectivement un ingénieur avec qui on est associé, qui en fait travaille au quotidien sur l'amélioration de la qualité de notre cartouche filtrante, et au fur et à mesure de nos financements notamment, on réussit à intégrer des améliorations, des polluants qu'on ne filtrait pas avant sont filtrés dorénavant. Enfin voilà, on est toujours dans cette quête d'amélioration, parce que en fait la problématique aussi évolue. Comme on a dit, il y a eu le chlordécone il y a quelques années, le chlorothalonil il y a un peu plus récemment. Enfin voilà, au fur et à mesure, les PFAS, on les connaît que depuis peu, alors qu'on les utilise depuis très longtemps. Enfin voilà, les actualités ne vont pas dans le bon sens, donc on a intérêt nous aussi à suivre ça au peigne fin, et à continuer à améliorer notre produit avec notamment des ingénieurs, des personnes plus qualifiées que nous en tout cas. D'accord, ok. Par rapport à votre filtre, quelle a été la réaction de vos premiers clients, vos premiers bêta-testeurs? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, les tout débuts de Pureva donc se sont faits en Martinique. Donc on avait eu l'opportunité d'avoir un stand physique dans un événement en Trois-Îlets d'ailleurs. Et donc ce jour-là, c'est la première fois qu'on présente le prototype, qu'on se confronte aux clients, au marché tout simplement. Et donc on avait eu pas mal de clients qui se posaient des questions, mais comment ça fonctionne, comment ça s'installe, est-ce que c'est vraiment efficace? Donc on a vraiment eu le marché en brut comme ça, de personne à personne. Et donc là, je trouve qu'on a quand même eu peut-être une cinquantaine de clients ce jour-là, donc ça s'était plutôt bien déroulé. Le public avait très bien reçu, en fait, hormis justement les questions, très bien reçu le produit. Mais bien sûr, les résultats, on les voit qu'après, une fois que voilà, les filtres sont installés, une fois qu'on a vraiment les retours clients. Et là, on a été agréablement surpris des retours. On a eu des clients qui se plaignaient de maux de ventre qu'ils avaient en consommant l'eau du robinet, qui n'ont plus depuis qu'ils utilisent le filtre Pureva. On a nous-mêmes fait des installations chez des dizaines de personnes, donc en allant vraiment installer chez eux. Et par exemple, on a une cliente qui avait un mur de pack d'eau chez elle, parce qu'elle n'avait pas du tout confiance en l'eau du robinet, et elle a laissé tout ça pour Pureva. Donc on a eu plein d'histoires comme ça. Il y a des clientes qui ont acheté une dizaine de filtres pour équiper ses proches. Donc on a tout de suite vu qu'il y avait un engouement. Et il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est que donc on utilise une cartouche filtrante qui est 100% naturelle. Et autour de cette cartouche, on peut constater un dépôt d'impuretés chez certains clients. Donc en fait, on a une cartouche qui est toute blanche et qui devient vraiment marron avec le dépôt d'impuretés au fil des litres qui passent. Et ça, c'est la première fois où on se rend compte de ce qu'il y a dans l'eau, parce qu'on a tendance à la voir transparente. Tout à fait. Et c'est quand on la voit seulement passer à travers la cartouche, on se dit « Ah mince, en fait, c'est cette eau-là que je bois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. » Enfin, même depuis petit. Hein. Depuis petit, c'est ça. Et donc... nous, on avait déjà eu ce choc-là chez nous, et on avait hâte que des clients l'aient aussi chez eux. Et lorsqu'on a eu des clients qui revenaient nous dire mais c'est incroyable, regardez le dépôt que j'ai, etc. C'était là, on a vraiment compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que c'était d'utilité publique, que tout le monde devrait en avoir un filtre Pureva chez soi. Et c'est de là qu'on a commencé à vouloir passer sur un mode un peu plus digital, pouvoir commercialiser en ligne, etc. Donc c'est vraiment parti de cette première expérience-là. Ça permet de se rendre compte, le consommateur, il s'en rend tout de suite compte de l'utilité du produit. En voyant le dépôt d'impureté, tout de suite on se dit ok,
C'est quelque chose qui il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, nous, on s'est, comme a dit Vincent, on s'est dit que on avait quelque chose à aller chercher sur le digital, justement parce que d'un seul coup, c'est devenu visuel. On pourrait se dire, attends, mais comment on va faire pour vendre notre filtre? Parce que, par exemple, le goût, c'est très compliqué de le vendre en digital. Mais pour le coup, le fait d'avoir une image, d'avoir une cartouche marron, avant et après filtration, ça permet de tout de suite avoir des images qui malheureusement choquent, mais c'est la réalité. C'est la réalité de l'eau qu'on boit aujourd'hui. Nous, on est obligé de partager ces images-là, parce que si on les partage pas, à la limite, on prévient pas nos proches de ce qui se passe au quotidien chez eux. Donc on a dû s'appuyer sur ça, et ça permet de sensibiliser d'abord par l'image, et après nous on fait ce travail de pédagogie autour de l'eau du robinet, autour des bouteilles d'eau, autour des carafes filtrantes, parce que c'est un travail de longue haleine. En fait, la consommation, le mode de consommation aujourd'hui, donc on a parlé des bouteilles d'eau tout à l'heure, il est très ancré, c'est-à-dire notamment en France, limite le marketing autour de la bouteille d'eau, il a été inventé en France. Si tu vas aux États-Unis, si tu vas dans n'importe quel pays dans le monde, si tu demandes une marque de bouteille d'eau connue mondialement, on va te parler d'Evian ou des choses comme ça. Des choses qui sont françaises. Donc il y a vraiment un gros travail à faire, et on est qu'au début. En fait, on s'attaque à des mastodontes qui sont les marques de bouteilles d'eau, les lobbies autour des bouteilles d'eau. En fait, il faut se dire que la France fait partie du top 5 des plus gros consommateurs d'eau en bouteilles plastiques au monde. Okay. Il y a des pays dans ce top 5, donc par exemple le Mexique, la Thaïlande, qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est-à-dire qu'on consomme autant qu'un pays dont la population n'a pas accès à l'eau potable au robinet. Donc ça, c'est vrai que ça fait pas mal se remettre en question. Et au final, on a un gros travail de pédagogie, parce qu'on remet en question à la fois l'eau du robinet et l'eau en bouteille, aujourd'hui, qui sont les deux solutions que la quasi-totalité des personnes pensent avoir. Donc en remettant des choses aussi fondamentales, forcément ça demande énormément d'éducation. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur le digital, parce que ça nous permet de vraiment faire passer des messages à un grand public, et au fur et à mesure et au fil des années, au fil des actualités aussi qu'il y a, je pense qu'on prendra de plus en plus conscience du problème. Et c'est vrai que le dépôt de polluants autour de la cartouche, ça permet d'avoir quelque chose de tangible, de visuel, au-delà des preuves scientifiques et laboratoires qu'on avance. Ok. Tu parlais de marché. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de marché. C'est important. Tu as dit quelque chose qui était très primordial. Premièrement, aller tester son marché lors de la première fois, ou je sais pas, c'était sur le stand. Sur le stand, voilà. Ça, c'est vraiment important. Et le marché sur lequel vous êtes, il est vraiment mondial. Tout le monde consomme de l'eau. L'eau, c'est vital. C'est ça. Je te donne un exemple de mon expérience personnelle. Cette année, je suis allé en Côte d'Ivoire, et souvent dans des pays comme ça, on nous interdit de boire l'eau du robinet. Parce qu'on sait très bien le résultat, les gens auront du coup des maux de ventre. Et souvent, mais tout le monde achète des bouteilles d'eau. Tout le monde achète des bouteilles d'eau. Et je pense que sur des marchés comme ça, dans votre logique de développement, il y a des marchés vraiment qui attendent cette solution-là, sincèrement. Tu touches à un truc que nous on vit au quotidien, c'est-à-dire que les opportunités, une fois qu'on s'intéresse au sujet de l'eau et qu'on a une solution avec nous, en fait on se rend compte de la grandeur de la mission qui arrive devant nous, et qu'on n'est qu'au début. On est vraiment à 1% de ce qu'on peut faire, de ce que le produit peut réaliser. Et tu as parlé des marchés africains. Nos réseaux sociaux et nos emails sont inondés de personnes qui d'eux-mêmes viennent nous demander est-ce que vous livrez au Maroc, est-ce que vous livrez en Côte d'Ivoire, etc. Et on est conscient de ça, mais nous on fonctionne avec des moyens limités. Et c'est là en fait où la levée de fonds, tu vois, nous a paru logique à l'époque et nous paraît encore plus pertinente aujourd'hui, parce que on a eu la confirmation que notre produit fonctionne, que notre produit plaît, qui reste chez les gens, et on voit que en fait si on l'applique à l'ensemble des problématiques qu'on peut retrouver dans le monde et dans des pays émergents comme t'as cité tout à l'heure, c'est sûr qu'on a quelque chose à apporter, au moins démarrer tout cela, parce que en fait on a l'impression qu'on est quand même vraiment au début. L'eau filtrée, c'est pas encore considéré comme une vraie solution, et c'est ce qu'on essaye de travailler aussi. C'est notre vision en fait. Nous quand on s'imagine, quand on projette un peu
à 20 ans, à 30 ans, on veut que l'eau filtrée c'est la première solution. On sait pas encore si ce sera Puriva, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je vous souhaite, les gars. Mais effectivement, c'est ça. Mais effectivement, l'eau filtrée est pour nous la solution, comme disait Vincent tout à l'heure, sans compromis. D'accord. En termes de chiffres, quelqu'un qui achète une bouteille d'eau en grande surface, même premier prix, versus l'eau Puriva filtrée, c'est quoi le gap d'économie qu'on peut réaliser? Concrètement, déjà, le chiffre global, si on parle on va parler de la France hexagonale, on va parler des Antilles, parce que les prix, il y a quand même une disparité. Donc on est déjà à 2 centimes le litre côté Puriva, contre 40 centimes, il me semble, en moyenne. Le prix au litre du eau en bouteille. Donc déjà, on a de sacrées économies déjà à ce niveau-là. On est au moins 20 fois moins cher. Et quand on regarde, par exemple, on a vu des études là sur le marché, par exemple, local, ici aux Antilles-Guyane. Un foyer dépense en moyenne 700 € par an. Minimum par an. Donc dans l'achat d'eau en bouteille plastique. Donc concrètement, typiquement, passer à Puriva permettrait d'économiser au moins 400 € par foyer. Et quand on est dans une dynamique où on cherche des solutions contre la vie chère, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment vouloir pousser cette solution-là auprès du plus grand nombre, non seulement pour l'aspect santé qui est notre premier objectif, mais aussi on se rend compte que même au niveau écologique ou économique, c'est un avantage. Ok, d'accord. Votre filtre, c'est quoi la fréquence pour le changer? Ouais, on a prévu des abonnements qui s'adaptent à la consommation du foyer parce qu'une personne seule n'aura pas la même consommation qu'une famille de 5 personnes. Donc on a des abonnements qui varient de 49 € à 79 € par trimestre. Grosso modo, ça revient à 20 € par mois en moyenne. Et on a une nouvelle cartouche chaque mois qui permet de filtrer environ 1000 litres d'eau tous les mois. Ouais, c'est un changement qui est assez simple. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'installation. Mais du coup, c'est un produit qui s'installe sur le robinet au bout, à la place du mousseur. Et on est compatible à 99% des robinets qui existent sur le marché. En fait, on a travaillé sur ça, justement. C'est aussi à ça que ça sert de démarrer de zéro. C'est qu'on a tout de suite voulu intégrer la possibilité pour le consommateur d'installer sur n'importe quel robinet. Donc, on a des adaptateurs à l'intérieur de notre pack qui permettent d'installer rapidement. Et sur le changement de cartouche, c'est assez ludique, il y a juste quelque chose à dévisser et on a la cartouche filtrante qui peut être changée, comme disait Vincent, à peu près tous les mois. D'accord, du coup, pour passer commande, c'est renouvelé automatiquement ou bien la personne doit automatiquement? C'est ça. À partir du moment où on reçoit son premier pack avec le filtre qu'on installe au bout du robinet, tous les 3 mois, on va vous livrer dans la boîte aux lettres directement le nombre de cartouches dont vous avez besoin. D'accord. Et la cartouche usagée? Jusqu'ici, ce qu'on propose à nos clients, c'est soit de les jeter, soit de faire une collecte. Donc pendant 1 an, ils les gardent, ils les stockent chez eux. Et nous, on organise une collecte annuelle où on récupère un peu cette cartouche et on est en train de travailler pour voir comment revaloriser tout ça. Parce que le charbon actif et d'autres composants peuvent être revalorisés. Donc on essaye de les réintroduire à notre cycle de production. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. L'abonnement, on vend exclusivement en abonnement. Je ne sais pas si on l'a dit. C'est un choix qu'on a fait tout simplement parce que pour garantir une eau de qualité tout au long de l'année dans le foyer, le changement de cartouche est primordial. On a parlé tout à l'heure de la carafe filtrante. La grande majorité des utilisateurs de carafe filtrante ne changent pas leur cartouche ou pas au bon moment. Et en fait, on se retrouve limite avec une eau pire que celle qu'on retrouve dans l'eau du robinet, alors qu'à la base, la carafe filtrante, c'est pour l'améliorer. Donc il y a un sujet aussi d'avoir une certaine continuité dans le service qu'on propose en proposant uniquement des abonnements. Ça permet aussi de simplifier l'expérience de l'utilisateur. Il n'a pas à se demander quand est-ce que je dois recommander mes cartouches, à quel moment ça va arriver, est-ce que je suis en vacances, pas en vacances, est-ce que je suis chez moi. Enfin voilà, on a voulu le simplifier au maximum l'expérience du client parce que c'est primordial. On a vu que la bouteille d'eau ça pouvait être galère à penser, etc. On s'est dit non, c'est l'un des premiers avantages de Puriva, c'est sa simplicité. D'accord, ok. Vous êtes sur votre 3e ou 4e année d'activité?
Là, on est sur la deuxième année. Deuxième année? Ouais. Deuxième année Ok. d'activité. Deuxième. Comment vous vous voyez dans le futur, sur les horizons, allez, 2 à 5 ans? Dans 2 à 5 ans. Ben déjà, si on doit parler du moyen terme, donc aller dans les 2 prochaines années, on veut absolument avoir un vrai impact sur la consommation, sur le type de consommation des Français. Tout simplement parce qu'on est nous-mêmes Français, aussi dans les dom-toms en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à La Réunion également. On veut que Pureva soit entendu, soit vu, pour que l'eau filtrée, comme je disais tout à l'heure, soit reconnue, fasse partie des solutions qui existent. Ça, c'est déjà un premier pas. Si on doit parler plus business, nous on a une envie de continuer notre recherche de financement par rapport à notre mission, par rapport à nos ambitions, et ça va passer par des levées de fonds, par encore une aventure qui va devoir redémarrer avec Vincent à la recherche d'investisseurs, et si on doit aller regarder plus loin, aller un peu plus vers l'international. On a parlé des pays émergents, mais il y a aussi des pays très développés qui sont en demande de ces produits-là. On peut citer les pays en Europe comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme la Suède, qui sont très friands des produits à valeur écologique. En Australie, des pays qu'on a d'ailleurs déjà testés en e-commerce et où on a déjà eu des preuves d'intérêt. D'accord. Sur Pureva. Sur Pureva, sur la solution Pureva. Donc on sait où est-ce qu'on peut aller. Maintenant, il nous manque un peu de moyens, un peu de temps, mais ça va venir au fur et à mesure. Et c'est pour nous, c'est ce qui va vraiment nous permettre de dire ok, on a vraiment fait quelque chose. On a réussi à déjà imposer la marque et l'eau filtrée d'où on vient, pardon. Mais aussi à l'international, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème, il est systémique, il est mondial. Ok. Quand tu parles de tests, est-ce que tu peux développer quels ont été les tests que vous avez réalisés sur les marchés? Ouais, donc comme on le disait, nous on a vraiment choisi d'être 100% digital pour être justement très agile, pouvoir tester des choses rapidement. Et au début de l'aventure, avant la première levée de fonds, on avait essayé de commercialiser donc dans différents pays. Donc on avait traduit un peu Pureva dans plusieurs langues et on avait vendu à ce moment-là dans 28 pays. Donc ça nous montrait que c'est vrai qu'on part d'une solution, d'un problème local, on se rend compte qu'il y a un problème mondial associé à ça, et en fait qu'on teste de commercialiser un peu le produit, on se rend compte que à peu près tous les pays sont réceptifs à ce qu'on fait. Bon, bien sûr, on peut pas tout faire en même temps, et c'est bien de se concentrer sur une zone pour vraiment mettre en place ses process, mettre en place vraiment son entreprise. Mais c'est aussi pour ça qu'avec Adrien, on a toujours parlé d'avoir une vision 25 ans, une vision très très long terme sur Pureva, parce qu'on est conscient de la taille de la mission qu'on essaie de résoudre. C'est pas quelque chose qui se fait en 2-5 ans justement. Et donc on a cette vision de voir assez long terme et de se dire ok, on va aller conquérir pays après pays dans l'ordre qu'on aura. Et puis il y a des cycles, on s'en rend compte pendant qu'on est dedans, il y a des cycles naturels de boîte alors qu'on peut sauter par des tours de financement, par le fait de recruter les bonnes personnes au bon moment, mais malgré tout il y a des cycles naturels dans une start-up, et on doit passer par là pour justement arriver à une entreprise qui dure, qui est mature, qui propose des meilleurs produits au fur et à mesure, etc. Donc on est patient, même si forcément on va dire que pour une start-up le principal objectif c'est la croissance. C'est toujours le cas, je te rassure. Mais effectivement, on réussit à conscientiser toutes ces choses et à se dire, ok, mais il y a quand même des choses à développer avant d'arriver sur des marchés et peut-être au final tester des choses, mais que ça fonctionne pas sur le long terme. Tout à fait. Là, je vois que vraiment, là, c'est le projet d'une vie, ça. C'est ça. Yes. Ouais. Mais au début, on se dit pas ça forcément. C'est au fur et à mesure. Comme toi, peut-être tu as ressenti en parlant avec nous de Pureva, on voit que les problématiques, on n'en parle pas souvent, mais elles sont là, elles sont bien là. L'eau, elle est transparente, comme on dit. Donc, limite, les problèmes, ils sont cachés pour l'instant. L'impact de la qualité de l'eau, il est caché d'une certaine façon parce qu'on n'a jamais fait des études suffisamment approfondies sur l'impact de la qualité de l'eau sur notre santé. Et en fait, nous, on a cette conviction que
la qualité de l'eau est primordiale. Donc du coup, ça nous porte, ça nous donne envie d'aller beaucoup plus loin, d'apprendre des choses, de faire apprendre. Parce que on voit que sur le long terme, même quand on sera plus là, la problématique elle sera toujours là. Donc on a un travail titanesque à faire. Alors ça nous remplit de joie, si je puis dire, de le faire parce qu'on sent que ça peut faire changer les choses. Ok, je vais vous poser une question à plusieurs millions d'euros, de dollars ou de bitcoin comme vous voulez. On attaque un marché mondial. Mm-hmm. Quand vous allez scaler à l'international, le même matin, des géants, Nestlé. Ouais. Des géants, peu importe. Ils viennent, ça les intéresse. Ouais. Ils vous font une proposition de rachat. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est vrai qu'avant de parler d'argent au final, on a commencé Pureva en voulant résoudre un problème. Et en faisant ça, forcément, on s'attaque un peu à des géants. En fait, tout notre marché, on est entouré de géants. C'est-à-dire que ce soit sur l'eau en bouteille, généralement, ça appartient aux gros industriels, Nestlé, etc. Et de l'autre côté, on a l'eau du robinet qui est à mi-chemin entre l'État, les services publics. Donc, finalement, on se rend compte que nous, c'est un peu David contre Goliath. Et forcément, en se confrontant à tout ce monde-là, c'est vrai que on se dit que si demain, c'est une marque qui se retrouve entre les mains d'un des deux, est-ce que ça va vraiment résoudre la mission en finalité? Je ne pense pas. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est pour nous, on a cette vision que par nos propres moyens et en s'entourant des personnes plus qualifiés que nous sur certains sujets, en évoluant au fur et à mesure, en ayant cette vision long terme, en continuant à innover sur le produit, etc. Et en allant équiper foyer après foyer, on a peut-être la capacité de peut-être s'immiscer parmi ce monde-là. Et donc c'est vrai qu'on a plus une vision d'étendre la mission pendant de nombreuses années plutôt que de revente ou ce genre de choses. D'accord. Même si avant ça, évidemment que se dire on va pouvoir revendre notre start-up à plusieurs millions, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être le rêve de plein de... Même milliards. Même milliards. Mondial. pour un start-upper. Mais en fait, tellement on est porté par la mission, on va dire que si ce sont les bonnes personnes, pourquoi pas, on va y réfléchir. Mais si c'est pas les bonnes personnes, en fait, on va sacrifier notre mission pour juste de l'argent. Ok, du coup, dans une décennie, dans 10 ans, yes. Vous voyez comment? Dans 10 ans, j'espère que les gens, au moment par exemple, de prendre un foyer, penseront directement quand ils choisissent leur fournisseur d'électricité, ils choisissent leur fournisseur d'Internet, qu'ils choisiront également leur fournisseur d'eau filtrée. J'espère que Pureva sera bien placé à ce moment-là. Donc déjà, ça, c'est côté, on va dire, grand public. J'espère que ça sera perçu comme ça. Et aussi, j'espère qu'à ce moment-là, on aura réussi à un peu changer les mentalités. Je pense que dans tous les cas, on sera de plus en plus conscient des problématiques qu'il y a dans le deux robinets. Et j'espère qu'on pourra même mesurer l'impact que ça aura eu sur la santé de nos utilisateurs sur 10 ans, parce qu'on est composé à 70% d'eau. Donc forcément, quand on fait attention à ce qu'on mange à ce point, potentiellement que l'eau également a son importance. Ouais. Côté entreprise aussi, si je peux rajouter, on a envie en fait d'avoir une marque qui est forte. On a envie que les gens se disent oui, Pureva, ça me dit quelque chose. Je sais qu'ils font des choses de qualité. On veut avoir une entreprise avec des équipes, des équipes importantes. Parce que en fait, pour porter ce message-là, on pourra pas le faire qu'à deux, malheureusement. Il faut vraiment qu'on soit entouré. De toutes les façons, c'est une solution pour le grand public. On est obligé d'être à beaucoup au-delà de nos clients pour la construire, pour la porter, pour la transmettre aux autres. Okay. Et puis comme c'est un projet qui est censé être d'envergure pour réellement résoudre un problème. Aujourd'hui, on a 30 000 personnes qui consomment une eau Pureva au quotidien. J'espère que d'ici là, on aura quelques millions de personnes. Wow, c'est des chiffres qui sont énormes. En termes de produits dérivés, est-ce que vous en avez? J'ai vu que vous avez le filtre. Vous avez d'autres produits dérivés? Produits dérivés, alors on a eu surtout des demandes de nos clients concernant notamment tout ce qui est filtre à douche.
filtre pour la douche. Pas mal. Donc c'est vrai que de la même manière on a des polluants qu'on ingère via l'eau du robinet, on peut avoir une peau et des cheveux qui sont peut-être irrités, secs. Donc en prenant des douches non filtrées. Et donc on est en train de travailler sur ce nouveau produit-là. On espère pouvoir le sortir très bientôt. Est-ce que auparavant vous avez déjà pensé à ça? Ouais. En fait, on savait que ça pouvait être une solution à apporter à nos consommateurs, mais c'est vraiment l'élan de nos clients qui nous a convaincus que ok, il faut vraiment le faire, ça va leur apporter une vraie solution. Et puis pourquoi filtrer son eau, l'eau qu'on boit, et pourquoi pas celle qu'on met sur son corps, tous les jours. Exactement. Aussi. Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que tout cela est breveté? Alors non, aujourd'hui notre solution, notre technologie n'est pas brevetée. Mais alors ça n'empêche pas que la qualité de notre filtration est déjà bien supérieure que celle qui est présente sur le marché. Maintenant aujourd'hui, comme on t'a dit tout à l'heure, on a associé un ingénieur qui a été au CNRS et qui travaille aujourd'hui, en ce moment même, sur effectivement une cartouche filtrante qui sera brevetée et qui va nous permettre de mettre une vraie barrière à l'entrée sur notre technologie. Et le plus important surtout, ça va nous permettre d'avoir une technologie de filtration qui surpasse en fait de très loin les technologies de filtration de nos concurrents. Donc c'est vraiment un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois et qui va nous permettre de passer un cap en termes d'entreprise, en termes d'efficacité et de mission au final. Ok, super. En tout cas, j'ai été ravi de vous recevoir. Merci encore d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. N'hésitez pas à partager, à liker et à également vous abonner à la chaîne. À bientôt.